Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouvel OM au café en ce vendredi matin, fin de semaine pour les OM au café. On reprendra évidemment lundi prochain, la semaine prochaine qui nous emmènera jusqu'au match contre l'OGC Nice. Donc voilà, on est très heureux de se retrouver ce matin. Il n'y a pas beaucoup d'actu chaude autour de l'Olympique de Marseille, mais il y a quand même quelques petites infos à donner avec le match notamment de Pierre-Emile Højbjerg avec le Danemark contre la Suisse. Tiens, bonjour de la Suisse de la part de Dudu Junior. Tiens, ça c'est un beau petit clin d'œil. Et ben moi aussi, ça me fait plaisir, Jonathan M. C'est vrai qu'on s'est pas beaucoup vu cette semaine, et on se retrouvera évidemment la semaine prochaine. Ouais, vous avez vu le but de notre Danois préféré hier à la passe et à la conclusion. Très beau but dans le temps additionnel contre la Suisse. Victoire 2-0 des Suisses qui prennent la tête de leur groupe dans la Ligue des Nations, puisque l'Espagne et la Serbie ont fait match nul et ils affronteront le prochain match la Serbie. J'ai dit que c'est la Suisse. Bah, vous voyez, c'est un lapsus. Le Danemark a gagné 2-0, victoire 2-0 de la part du Danemark. Bonne rectification. Merci à Loïc Lachaud à la réalisation. Et donc voilà, ils affronteront la Serbie. Lors du prochain match. Tiens, Hippovin qui nous lance un petit débat. Alfredo déjà qui me pose la question, Bennacer cet hiver, est-ce que c'est possible? Oui, je pense qu'ils en ont parlé hier, Sébastien Volpe et Romain Herring dans l'OM au café. Ça sera toujours faisable. Il faudra voir aussi où on en est, nous, par rapport aussi à l'état de forme de Valentin Rongier. Kondogbia, est-ce qu'il sera toujours à 100%? Est-ce qu'on aura d'autres retours? On aura Højbjerg, il y a Koné aussi qui va revenir au milieu de terrain, parce que moi je le vois bien occuper ce poste aussi au milieu de terrain, Ismaël Koné, même si certains le voient un peu plus haut. Donc voilà, on verra d'ici l'hiver ou dans quel état on se trouve au niveau de nos milieux de terrain, mais si l'opportunité peut se faire avec Bennacer, ça sera évidemment positif. Donc voilà, là on a libéré un peu de la place avec le départ d'Azdin Ounahi et de Jordan Verretou. Donc pourquoi pas, si c'est encore dans les tuyaux, mais il faudra voir aussi où on en est, nous, en termes d'effectifs aussi, et en termes de classement. Sais-tu s'il est prévu une conf de presse de Longoria pour faire le point sur la fin du mercato et les ambitions de cette saison, monsieur John? Non. Pour l'instant, on n'a pas eu de communication là-dessus. Il y a eu, il doit y avoir déjà la présentation de Neil Maupay. On nous avait dit au club que il y avait de grandes chances que ça ne se fasse pas pendant la trêve, parce que voilà, ils avaient envie de souffler aussi un petit peu. Donc il y aura cette présentation-là de Neil Maupay. Donc est-ce que Pablo Longoria sera présent pour cette dernière conférence de présentation de la dernière recrue et pour faire aussi un bilan de son mercato et répondre à nos questions? Pourquoi pas? Alors les dernières fois, c'était plutôt Fabrizio Ravanelli qui était présent lors des conférences de présentation, mais voilà. Non, Hippovin, je t'ai pas oublié, je vais relancer ton message, t'inquiète pas, mais je répondais à d'autres messages juste avant. Voilà, je vais prendre ton message. On entend parler d'instabilité cette année alors qu'on a changé tout notre effectif. Est-ce que c'est pas justement notre force qui permet d'attirer un coach comme De Zerbi? On lui promet un effectif pour son système. Oui, non, mais là, sur cet été, moi, je comprends un petit peu le changement complètement d'effectif et le remaniement dans l'effectif. Après, il ne faudra pas que l'été prochain, ce soit la même chose. Il va falloir aussi justement amener de la stabilité. C'est ce qu'on reproche beaucoup au président de l'OM, qui a changé aussi, mais on réclamait aussi de la stabilité au niveau des coachs. Là, on semble parti pour un projet sur de la durée, sur 3 ans.
Donc voilà, je pense qu'il va aussi, il y aura forcément des améliorations à amener la saison prochaine si jamais il y a une qualification en Coupe d'Europe, parce qu'il faudra avoir un effectif un peu plus conséquent et peut-être de meilleure qualité. On verra aussi le rendement de certains joueurs cette saison. Donc voilà, on verra tout ça en temps et en heure. Mais pour le coup, là, j'ai l'impression on repart vraiment sur un projet. Alors est-ce que je suis naïf et j'y crois? En tout cas, j'ai envie d'y croire à ce projet-là de 3 ans avec De Zerbi. Mais par contre, voilà, la saison prochaine, il faudra pas si voilà, tu perds Greenwood, tu perds Højbjerg, tu perds, je sais pas, Koné, je te dis des bêtises, mais si sur les 10-11 recrues qu'on a pu faire, t'en perds la moitié et tu dois tout rechanger, ça sera un petit peu embêtant. Il faut aussi amener de la continuité. Évidemment, on parlait de continuité dans les coachs, mais aussi dans l'effectif. Ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, pour répondre à ta question, Hippovin, je t'avais pas oublié, t'inquiète pas. J'ai l'impression qu'on a quand même grandement gagné en qualité technique cette saison par rapport à la saison dernière. Alors c'est vrai, on a gagné aussi, c'est vrai qu'au milieu de terrain, tu gagnes quand même en qualité technique. Alors Verretou, moi j'aimais quand même, j'ai aimé son apport sur le terrain, mais Højbjerg c'est un tout autre niveau, même en termes de qualité technique, parce que c'est vrai qu'Højbjerg, on met beaucoup en avant son leadership, son caractère, mais techniquement aussi c'est un joueur de haut niveau et on l'a vu sur le début de la saison. C'est lui qui dicte aussi un peu le tempo. Il est extrêmement important aussi dans ce rôle dans ces triangles recherchés constamment au milieu de terrain avec Kondogbia. Et j'ai l'impression que même il permet aussi à Kondogbia d'être meilleur. Alors peut-être aussi Kondogbia est un peu mieux physiquement, mais en tout cas cette doublette marche bien. Et voilà. Et puis après, au-delà de ses qualités techniques, il y a aussi une attitude, un abattage extrêmement fort. Il comble également les montées, que ce soit de Merlin ou les trous au milieu de terrain. Donc c'est vraiment un joueur important pour l'équilibre de l'équipe et pour notre relance aussi. Donc moi, c'est vrai qu'on a fait une sur Pierre-Emile Højbjerg parce que c'est vrai qu'il n'a pas été forcément beaucoup mis en avant. Donc on a eu envie de le mettre en avant avec le Phocéen aussi sur son début de saison. Alors sans s'enflammer, évidemment, la saison est encore longue. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que souvent on donne la prime aux buteurs, c'est eux qui prennent un petit peu toute la lumière, mais c'est vrai que Højbjerg fait aussi un travail de l'ombre qui est extrêmement important et qu'il faut aussi noter. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant, Greenwood prend beaucoup la lumière sur ce début de saison. Même on a beaucoup parlé de Luis Enrique, de l'aspect décisif d'Amin Harit aussi sur ses premiers matchs. Mais Højbjerg est extrêmement important dans cette équipe-là. Et peut-être que, vous voyez, on parlait de Greenwood dépendant. Je pense qu'on pourrait être en tout cas Højbjerg dépendant, plus que Greenwood dépendant. Vous voyez, moi c'est plutôt mon avis là-dessus. Je pense que aujourd'hui dans l'effectif actuel, je pense que Højbjerg est plus important que ne peut l'être Mason Greenwood. Parce que je pense qu'on a des alternatives à Greenwood qui peuvent le remplacer sur quelques matchs. Alors bien sûr, sur les gros matchs, il faudra avoir toutes nos forces vives, mais sur quelques matchs, je pense qu'on pourrait s'en passer, alors que Højbjerg, je pense qu'on aurait du mal à vraiment s'en passer. Tiens, je vais prendre quelques messages encore dans le chat. On est là pour échanger ce matin. Nicolas Slim, pour moi, la vraie différence par rapport à l'année dernière, c'est d'avoir un projet sur 3 ans avec un entraîneur de haut niveau, avec de la philosophie de jeu. Ça change évidemment tout d'avoir un entraîneur de cette envergure-là. Maxime Lopez, qui était invité d'ailleurs dans l'after-foot d'RMC Sport hier, en a parlé rapidement un petit peu, mais c'est vrai que sa philosophie de jeu a permis aussi d'attirer beaucoup de joueurs. Et c'est vrai que, comme je disais, si on part vraiment sur un vrai projet dans la durée avec ce coach-là, c'est positif. C'est positif et pour l'instant, ce début de saison est plutôt emballant, même s'il ne faut pas forcément s'enflammer en parlant de titre ou autre. Ça reste quand même positif ce début de saison et je pense que voilà, c'est le début d'un projet en tout cas, donc il va falloir être patient. Il y aura forcément des ratés, des petits couacs sur cette saison, peut-être même certaines recrues qui ne vont pas nous satisfaire. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Sur 11 recrues, il ne peut pas y avoir 11 tops. Donc il y aura forcément un petit peu de flop, mais
Mais il ne faudra pas forcément vouloir tout chambouler. Il ne faut pas oublier que c'est l'OM de Longoria qui permet d'attirer De Zerbi. Oui, aussi. C'est vrai que Longoria fait un travail. Et c'est vrai qu'on l'attendait un peu au tournant, notre ami Pablo Longoria, enfin notre président Pablo Longoria, parce que il s'était un petit peu loupé la saison dernière. Et voilà, et la capacité aussi et la grandeur d'un président, tu la vois aussi dans sa manière et sa faculté à se relever et à tirer les conclusions de ses échecs. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il a appris un peu aussi de ses erreurs du passé, parce que même si la saison dernière était un échec, on peut quand même noter qu'il y avait eu un chamboulement au niveau des coachs bien avant. Là, il semble vouloir vraiment amener cette stabilité-là, donc on va lui laisser le bénéfice du doute. Et en tout cas, voilà, il a ramené du sérieux. J'ai l'impression qu'on passe aussi un cap en termes de recrues depuis quelques années avec Longoria et sous la présidence de Longoria. Donc je trouve ça vraiment intéressant, et cette intersaison-là m'a pas mal plu. Donc on verra. Il y a aussi des jeunes joueurs. Il y a des joueurs qui sont un peu plus confirmés, même si Greenwood est un peu plus jeune. Ça reste un joueur quand même assez confirmé. Højbjerg, voilà, tu amènes des joueurs comme ça qui vont t'apporter aussi pas mal de sérieux dans ton effectif, et de la qualité. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir du caractère et tout ça, mais voilà, il faut de la qualité. Et là, j'ai l'impression qu'on en a. Pourquoi Longoria soutient la Brune dans le cadre des élections de la LFP? Tiens, Anthony Dumorbihan. C'est vrai qu'on a fait un petit article là, ce matin sur le Phocéen, vous pouvez le retrouver, où voilà, c'est par rapport aussi à ce qui s'est dit dans l'équipe, avec le président Lançois qui s'est retiré du conseil d'administration, et qui a retiré sa candidature au conseil d'administration. Donc ils seront 7 présidents à siéger dans ce conseil d'administration pour ensuite élire le président de la Ligue, auquel devrait s'ajouter aussi Valdemar Kita, le président nantais, qui va quitter qui va retirer sa candidature. Donc c'était 2 présidents qui étaient contre la réélection de Vincent Labrune. Donc là, ça pose quand même question sur la tournure des événements, et visiblement, voilà, la tendance est à ce que Vincent Labrune soit à nouveau président de la Ligue, malgré la concurrence de Cyril Linette, qui avait réussi à séduire journalistes. Moi, personnellement, il m'avait séduit aussi un petit peu. Donc voilà, c'est vrai que la LFP, c'est droit dans le mur. Ouais, Jardel, c'est vrai que ce message, je te rejoins plutôt. Ça a été un cuisant échec les années passées avec Vincent Labrune. Et j'ai l'impression que voilà, il a tellement de personnes pas à sa botte, mais c'est quand même délicat. Et c'est vrai que la position de Pablo Longoria, on la connaît pas trop, mais j'ai l'impression qu'il se range aussi derrière les 7 autres présidents. Donc, à savoir, il y a le président de Reims notamment, il y a Laurent Nicolin, il y a le président de Monaco, de Nice. Donc voilà, non mais Cyril Linette a un vrai projet d'avenir pour la Ligue 1. La Brune au secours, franchement, ouais, mais le problème, c'est en fait, je pense que si c'était à nous d'élire le président, on voterait, je pense, pour la majorité voterait pour Cyril Linette. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément c'est même pas nous qui votons, et c'est ça le problème. Donc, l'avenir du foot français est entre les mains de peut-être personnes pas forcément compétentes. Après, il y a beaucoup aussi de, je trouve plus le terme, mais je trouve plus le terme de quelque part de corruption. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Donc voilà, c'est vraiment une situation très 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 compliquée. Donc voilà, j'ai repris l'article pour vous citer les présidents qui seront les 7 présents au conseil d'administration. Donc Nasser El Khelaïfi, le président du PSG, Jean-Pierre Caillot de Reims, Damien Comolli de Toulouse, Valdemar Kita qui devait être présent
dans les 7, il ne sera finalement pas présent. Olivier Létang de Lille, Pablo Longoria donc de l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre Rivière, Juan Sartori et Laurent Nicolin. Et donc Joseph Ougourlian et Valdemar Kita ont décidé de se retirer. Donc ça, c'est assez inquiétant, en tout cas pour l'avenir du foot français. On va suivre ça de près. On va suivre ça de très très près. Et c'est vrai qu'il y a un podcast là qu'il faut absolument écouter. C'est un podcast d'RMC Sport qu'on a parlé hier, notamment avec un journaliste, il me semble, de SoFoot, qui avait mené une enquête sur Vincent Labrune. Extrêmement intéressant, visiblement. J'ai pas eu le temps encore de me le faire, mais il faut vraiment vous le faire. Apparemment, il y en a beaucoup qui m'ont mis des messages dans mon entourage notamment, qui m'ont dit il faut absolument écouter ça, et je vais me le faire. J'ai pas eu le temps de me le faire ce matin, donc je suis désolé, mais en tout cas vous faites-le vous, c'est vraiment super intéressant, le petit podcast, en tout cas on m'en a dit du bien, donc moi je vais me le faire là cet après-midi. Et si vous voulez, on pourra en reparler évidemment la semaine prochaine. Podcast d'RMC Sport, avec notamment l'interview, il me semble, en tout cas, d'un journaliste de SoFoot qui a fait une enquête sur Vincent Labrune. Voilà, pour répondre à ton message, Charles Goyard. Greenwood, pas en sélection, c'est bon pour nous, ça. Pas de blessure au moins. Oui, voilà. Moi, c'est ça un petit peu ce moment des sélections, ces phases un petit peu de trêve internationale. C'est que j'ai toujours peur qu'on ait un blessé. J'ai regardé là le match de l'équipe de France U18 avec Enzo Sternal, d'ailleurs Yanis Selami qui était titulaire, Sternal qui était remplaçant, Yanis Selami qui était un peu en dessous, Sternal qui est rentré, qui a été plutôt remuant, et Sternal s'est pris un sacré tacle par un Monégasque, j'ai oublié son nom, Monégasque qui jouait pour l'équipe de Suisse, et il a pris un sacré tacle, et sur le moment j'ai eu peur pour sa cheville, parce que en plus c'était un gros gabarit qui lui a asséné ce tacle. Et c'est vrai qu'il s'est fait littéralement découper. Lufilo, tu as dû voir la vidéo. Et donc voilà, il a fait une entrée assez remuante. L'équipe de France qui était menée 2-0, ils ont réussi à égaliser à 2-2. Et puis ça allait au tir au but, et c'est Enzo Sternal qui a marqué le tir au but vainqueur. Donc il va rejouer ce soir à 19h contre le Portugal. Ils rejoueront dimanche à 18h sur FFF TV et YouTube FFF. Je fais un peu de la pub, parce que si vous voulez, dimanche ce sera moi qui serai au commentaire de cette rencontre. Donc voilà, si vous voulez un petit peu suivre les pas d'Enzo Sternal et Yanis Selami, ce soir donc à 19h et dimanche à 18h contre l'Angleterre. Tiens, que penses-tu de la prochaine réintégration d'Ulysse Garcia à l'effectif de De Zerbi, Arsène Larsen? Je peux te dire déjà qu'il a repris l'entraînement, Ulysse Garcia, avec le groupe professionnel. Donc ça y est, c'est déjà fait. Qu'est-ce que j'en pense? De toute façon, ça avait été annoncé. Voilà, c'est un joueur qui est honnête. Moi, je pense pas qu'il ait le niveau, honnêtement, pour jouer dans cet effectif-là. Je le trouve beaucoup trop limité. Déjà, quand il est arrivé, il m'a pas fallu beaucoup de matchs pour me rendre compte que c'était pas forcément un super défenseur, super latéral. Alors, on est toujours là à dire il faut laisser du temps. Évidemment, il faut laisser du temps. Mais je ne crois pas beaucoup en ce joueur-là. Mais c'est très bien, parce que c'est vrai que lui, il n'a rien demandé. Il n'a pas cherché forcément à bloquer son transfert. Cet été, il a manqué d'offres. Il y a eu un intérêt de l'AS Saint-Etienne à un moment, mais sans plus. Donc voilà, il va réintégrer le groupe, peut-être aussi dans la rotation, peut-être qu'il peut rendre aussi quelquefois des services, mais il jouera très peu, mais c'est bien pour lui qu'il puisse aussi s'entraîner avec le groupe professionnel, mais je pense pas qu'il sera forcément dans le groupe pour les matchs, ou en tout cas il rentrera pas forcément. Oui, voilà, Joey, le steak, exactement. Je lis ton message, c'est juste qu'il ne jouera pas de la saison. Viens, ouais, mon café, je suis pas invité. Ah si tu veux venir, tu peux. Hein. Attends, Romain Henry qui m'invite dans la saison, mon café. Ah ouais, mais après, vous préparez, vous échangez. Moi, j'arrive tranquille, je vois qu'il y a mon café et je suis pas invité. Je suis invité ou pas? Ah t'es invité avec plaisir. Je pense que ça va faire plaisir à tout le chat, en plus de t'avoir. Là, ça
ça fait plaisir. Il te voit tous les jours maintenant, donc ça fait du bien. Vous voyez, c'est les petits aléas du direct, le boss qui arrive, exactement Takaura, et ça fait plaisir de faire une émission. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas fait un OM au café comme ça tous les deux ensemble, donc ça fait plaisir. Ça y est, Seb va parler de MyFossé, tiens, il dit Luffy. Alors, si vous voulez vous abonner à MyFossé. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est l'esprit un petit peu du Phocéen, ça arrive. Seb était dans les bureaux, il bossait, et puis finalement il s'est dit allez, je viens faire un OM au café, donc ça fait plaisir. Tiens, on était sur un petit peu les trêves internationales là, qui nous agacent, l'OM nous manque quand même. Kadari qui nous posait la question, crois-tu en la capacité de Roberto De Zerbi de faire exploser des joueurs comme Brassier ou Cornelius, comme l'avait fait en son temps bien ça avec Morel ou Djadjedje, tiens. Est-ce que tu penses capable de transformer un peu Brassier et Cornelius? Mais moi, je l'ai dit, je l'ai répété, il faut laisser le temps au temps. Je veux dire, comment on peut juger des joueurs sur 2 prestations? Tu te rends compte? C'est pas 20 matchs, c'est pas 10 matchs, c'est pas... Je veux dire, alors... Est-ce qu'on a tous des yeux pour voir que Brassier, en ce moment, il est lent? Oui. Je veux dire, je dirais, oh les gars, vous abusez, Cornelius, il n'est pas si lent que ça. Je serais ridicule. Il est extrêmement lent. Est-ce qu'il est rassurant? Non, pour l'instant. Maintenant, quand le mec, c'était un des leaders de la défense de Brest, est-ce qu'on a le droit de se dire, il faut un minimum de temps d'adaptation? Et qu'ensuite, quand il va trouver ses repères, sa pleine puissance, ça va être meilleur. Si dans 6 matchs, Brassier est toujours au niveau auquel on l'a vu, là je vous dirais, les gars, Brassier, c'est inquiétant et ça fait peur. Mais moi je ne suis pas du tout inquiet. Le premier match, il n'était pas là, il était suspendu. Oui, c'est vrai. Et les 2 autres matchs, et je dis à chaque fois, l'exemple type pour moi, c'est Cornelius. Le premier match, il a été... catastrophique, ça serait méchant. Ouais, son début de match a été compliqué, mais après il n'a pas été très bon. Mais sur la deuxième prestation qui correspond au 3e match, le mec, il a été tout à fait correct. Non? Tian Lenem, lui, qui n'est pas forcément d'accord, il nous dit Cornelius, c'est pas terrible, c'est comme Garcia, et on le voit très vite. Donc après, bon, chacun son avis là-dessus, mais moi, c'est vrai que, en tout cas, dans les duels, je trouve plutôt intéressant. Dans la lecture du jeu aussi, Cornelius, j'ai trouvé plutôt bon contre Toulouse, donc c'est pas forcément un match qui m'a alerté sur Cornelius, mais bon... En tout cas, sur Brassier, c'est vrai que je partage assez ton avis. Pour l'instant, on ne l'a pas assez vu. Il a commencé au Vélodrome directement contre Reims, donc c'est pas forcément non plus mais surtout que évident. Ce qu'il faut comprendre, Slim, à un moment donné, c'est que Brassier, dans son équipe à Brest, peut-être que son entraîneur, il lui disait tu mets des coups d'épaule, tu récupères des ballons et oui, genre, il tu avait dégages. pas les mêmes tâches aussi, c'est vrai. Là, on lui demande... De trouver un partenaire, de libérer des espaces. On sait tous que De Zerbi, il demande à ses défenseurs d'aspirer les attaquants adverses et les équipes adverses pour les faire monter, pour mieux les piquer ensuite dans la profondeur. Donc je veux dire, il faut que le mec, il engrange des nouvelles consignes, qu'il les applique sur le terrain. Et nous, on est là, on dit, pour de bon, le mec, il est là, il n'a rien compris, il est nul, il est ci, il est là. Putain, mais c'est... Franchement, si on a un message à faire passer sur le Phocéen, aux supporters de l'Olympique de Marseille, c'est par rapport aux autres clubs, vous voulez pas juste être un peu patient à minima, tu vois? Mettons de côté Wai le fait qu'il ait fait ses déclarations, tu vois ce que je veux te dire? Le mec, il a manqué 4 occasions franches, il se prend une broncade d'un autre monde. Il faut que tu sois pétard de costaud dans ta tête pour les prochains matchs, arriver à faire des prestations qui soient convaincantes. Donc à un moment donné, on peut laisser un minimum de temps à l'entraîneur, aux joueurs, aux jeunes joueurs. Et après, on n'est pas les derniers. Moi, je ne suis pas le dernier à taper sur des joueurs quand il met... Harit, ça fait 3 ans qu'il est ça fait combien? Même plus que ça qu'il est à l'Olympique de Marseille. Il a commencé sous Sampaoli. Donc voilà. C'est ça, Sampaoli, Tudor, Marcelino. Donc ça va faire sa 4e saison. On rentre dans sa 4e saison. Au bout de 4 ans, j'ai le droit de dire que j'aimerais qu'il lâche le ballon un peu plus vite. C'est un constat sur 4 ans. Mais les premiers mois d'Amin Harit, je n'ai pas dit sérieux, il lâche pas son ballon, etc. Donc, avant de tomber sur Brassier, avant de tomber sur Cornelius, avant de tomber sur qui que ce soit, Wai ou Mopé ou les autres, moi j'attends de les voir sur une grosse dizaine de matchs
Et après, c'est pour ça, Slim, que chaque année, on dit on aimerait bien que la saison prochaine, on ait une équipe stable, avec un effectif stable. Parce que là, on pourra plus l'année prochaine, dans les premiers matchs de la saison, Brassier, je dirais, oh, frérot, ça fait 1 an que tu joues avec De Zerbi, tu es toujours aussi lent, tu n'as toujours pas compris le principe. Oh, qu'est-ce que tu es En fait, tu es un bidon. Mais on peut dire c'est un bidon sur des prestations régulières. Là, c'est pas possible. Le mec, c'est son deuxième match. Puisque le premier, il était suspendu. Et il est trop lent, il n'est pas rassurant, et nanani, et nanana. Moi, ça me fatigue. Je vous jure, vraiment, hein, je ne parle pas des amis de Twitch, je parle des supporters en général. Laissez le temps au temps. Laissez le temps au temps, voilà. Après, on est quand même, après, si on analyse aussi les premières prestations, on peut être un peu... Est-ce que on peut être un peu inquiet par rapport aux premières prestations, aux premières apparitions quand même de Brassier. Même en disant qu'on leur laisse le temps, on peut quand même se dire que ce qu'on a vu, c'est pas forcément hyper rassurant. Non, moi encore une fois, ni ça me rassure, ni ça... Regarde, je vais te dire, on va prendre le phénomène inverse. Rouly, premier match de la saison à Brest, il arrête un penalty, il est miraculé, etc. Dernier match à Toulouse, il fait une cagade, il passe complètement à travers. Alors la vérité, elle est où ? C'est un portier, c'est Batman, c'est Superman, il est extraordinaire, ou en fait c'est un pitre, parce que le ballon qui manque, il est en retard de 6 guerres, il se fait dribbler par l'attaquant qui marque, on était 3-0, on joue à 11 contre 10, tout va bien, pas d'alerte, mais en fait, sur cette action-là, franchement, c'est catastrophique. Oui. Brassier, je ne lui ai pas vu faire une action où il a été catastrophique, comme là, Rouly, il a été catastrophique. Pour autant, Rouly, sur le premier match à Brest, il est incroyable, il est monumental. Donc, il est où son véritable niveau? Donc, on le saura au bout de 10 prestations. Si au bout de 10 prestations, il y a 8 prestations de Rouly comme à Brest où il est extraordinaire et sur 2 matchs, il fait un peu des bourdes, etc., on se dira, bon, c'est un gardien quand même qui te fait gagner beaucoup plus de points que ce qui t'en fait perdre. Maintenant, si c'est l'inverse, on dira, en fait, il n'est pas si fort que ça. Mais c'est la répétition des matchs. Tout le monde regarde à Brest, à Minarit. Il a été extraordinaire. Il a été fantastique. Il a été monumental. Il a été merveilleux. Mais après, il faut qu'il réitère ce genre de prestations tout au long de la saison et pas juste un one-shot. Je veux dire, Vitinha, je l'ai vu faire un gros match aussi dans sa vie. Un gros match, tu vois. Tout le monde a fait déjà peut-être un seul gros match, du coup. Ben oui. Non, mais les autres, il a été moyennasse, tu vois ce que je veux te dire. Iliman Ndiaye, je ne sais plus contre qui c'était. Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup non plus. Il avait marché sur l'eau. C'était Montpellier, il me semble. Quoi? Villarreal. Contre Villarreal. Ouais, mais il y avait eu Montpellier en championnat aussi. En championnat, voilà. Donc, il a fait 2 matchs où tu peux te dire, oh, Iliman Ndiaye, s'il joue à ce niveau-là, il est monstrueux. Il a fait 2 matchs. Tous les autres, c'était nullissime. Donc moi, Brassier, pour l'instant, il vient d'arriver. Oui, comme tout le monde, je le trouve pas forcément très à son aise. Je le trouve un petit peu lent. Mais avant de dire, voilà, c'est un joueur lent et il ne nous apportera rien, j'attends de voir plusieurs matchs. Parce que moi, je pense que vraiment, il peut vraiment monter en régime. Le mec, il est vachement costaud. C'est un mec qui rechigne pas à l'effort, etc. Donc moi, je pense qu'il peut vraiment être... Après, ça sera jamais dans le style Balerdi ou à la Laurent Blanc. Le mec élégant qui porte le ballon. Oui, peut-être qu'il n'a pas autant d'aisance technique, c'est vrai. Ouais. Ben non. Mais Tian Lenem dit, c'est vrai que aussi passer de Brest à l'OM, c'est pas forcément évident en si peu de temps aussi. Donc c'est vrai qu'il a raison là-dessus. Donc il va falloir être patient. Vous avez compris le leitmotiv. Pour moi, Brassier prend un peu cher encore vite. Hier sur le talk, tiens, il a morflé hier Brassier sur le talk. Ouais, ben ouais, Vagan et Christian Cataldo. On dit le seul bémol cette année c'est Brassier, tatati, tatata, et Brassier par-ci, et Brassier par-là. Mais si tu regardes bien, il faut être honnête, Slim, le début de saison, on commence, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Luis Enrique, il peut pas être titulaire à gauche, et Luis Enrique, vous êtes sérieux? J'espère qu'on va recruter à gauche, parce que Luis Enrique, ça peut pas être un titulaire de l'Olympique de Marseille. Maintenant qu'il a fait 3 prestations, où il a eu 8, les notes du Phocéen, des lecteurs et de tout le monde, on dit quoi? On passe pour des pitres. Moi, je dis à chaque fois, j'attends de voir sur la durée pour pouvoir me prononcer de manière pas définitive, mais avoir un avis qui représente quelque chose. Moi, Enrique, depuis qu'il est revenu de son prêt à l'Olympique de Marseille, je le trouvais en devenir. Je le trouvais intéressant. Ouais. Je lui trouvais une mentalité un peu différente. Je trouvais qu'il faisait des efforts. Moi, j'ai lui faire certains matchs aussi où j'ai vu des capacités d'élimination, etc. Mais peut-être que le Enrique, le match prochain, le match d'après, il va passer complètement à travers. Donc, ces 3 premiers matchs, ça sera encore un feu de paille. Donc, c'est la régularité qui te font dire, oui, c'est un bon joueur. Il y a des joueurs comme Højbjerg, il y a des joueurs comme Greenwood, tu sais qu'ils vont être bons tout le temps.
Ils peuvent se trouver une fois. Olbière, il va peut-être manquer un match dans sa saison. Espérons que ce ne soit pas lors d'un choc contre des rivaux. Mais tout le monde a le droit de passer à travers. J'ai déjà vu Ronaldo mauvais, Zidane mauvais, Messi mauvais. Tous les joueurs, je les ai vus faire des mauvais matchs. Je connais personne qui a toujours fait que des matchs fantastiques. Ça ne peut pas exister. Donc, il passera à travers. Mais à travers une fois ou deux. C'est le rapport entre est-ce que tu fais souvent des bons matchs et pas souvent des mauvais, ou est-ce que tu fais souvent, parce que tout le monde est capable de faire des très bons matchs ou des très mauvais matchs. Ouais, non, mais c'est vrai. Tiens, il y a Steph OM qui met si tout le monde pensait comme le boss, on serait champion d'Europe. Tiens, un message, parce qu'ils veulent lancer des petits débats ce matin. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de gros Débattons, les amis. Ton avis sur Neil Maupay, qu'est-ce qu'on peut raisonnablement attendre de Maupay cette saison? Moi, je pense que Maupay, c'est un joueur de devoir et que sur certaines rencontres, si Wai est fatigué, mais là, il n'y a pas la gestion de la Coupe d'Europe, donc ça va être plus compliqué pour lui de se faire du temps de jeu. Mais s'il y avait eu la Coupe d'Europe, ben ouais, quand tu joues contre Lorient, quand tu joues contre Brest, quand tu joues contre ou un match de Coupe de France, quand tu mets Neil Maupay à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille, ça permet de faire souffler Wai. Mais là, on a tellement peu de compétition. C'est ça. Qui va plus rentrer dans le dernier quart d'heure, peut-être pas pour forcer un résultat, mais plus pour faire souffler Wai. Moi, je pense que ça sera évidemment du poste pour poste, mais plus dans une gestion de faire souffler Wai. Pourquoi pas les associer les deux à la pointe de l'attaque si vraiment tu es en souffrance et qu'il faut venir chercher une égalisation ou un résultat. Mais voilà, c'est un joueur de devoir. Pour moi, c'est le gigot de notre attaque, tu vois. Joueur de devoir, intéressant, voilà. Mais bon, après, c'est pas le phénomène. Je vois plus Ro comme un joker qui peut vraiment te faire basculer même en pointe, tu le verrais jouer, toi, Ro? Ou tu préfères plutôt sur un côté au vu de ses qualités? Sur son côté gauche, okay. Je pense que c'est plus un joueur où, à la fin d'un match, tu es toujours 0-0. Je préfère voir rentrer Ro pour forcer la décision plutôt que Maupay. Maupay, je le verrais plus rentrer pour... Presque, c'est un peu fou ce que je vais te dire. Mais si tu mènes 1-0, je préfère voir rentrer Maupay pour défendre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vois que le mec... il va se donner à fond. Il se donne, tu vois, un peu à la Vitinha, ça court partout. Alors je pense que techniquement, c'est quand même largement au-dessus. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas rechigner à l'effort, tu vois. Donc voilà, à un quart d'heure de la fin, tu mènes 1-0, je ferais bien rentrer Maupay pour continuer d'harceler les défenses adverses. Pas forcément pour aller forcer une décision. Et je ne mettrais pas Ro, par contre, tu vois, parce que je ne sais pas si son travail défensif, je crois que le garçon, il a couru la dernière fois qu'il est rentré. Il a couru. Après, c'est vrai que dans les observateurs qui ont vu jouer Norwich un peu plus, c'était un peu l'élément qui était un peu plus faible chez lui, c'était les retours défensifs et les replis. Ben ouais. Après, il va falloir qu'il soit un peu plus discipliné, mais c'est comme Wai aussi à Lens, il avait du mal, là, on voit sur les premiers matchs, c'est plutôt positif. Tiens, il y a Steph OM qui met un message, Maupay plutôt fade sur sa première, à revoir avec plus de temps de jeu, évidemment, à revoir, mais... C'est ça aussi, je pense qu'on l'a vu sur le body language. Ils sont rentrés, ils avaient envie aussi d'apporter quelque chose. Et le fait que De Zerbi veulent conserver un peu le score, que les milieux de terrain n'ont pas forcément cherché à prendre plus de risques, ça les aide pas forcément. Et c'est vrai que dans une saison où il y a très peu de matchs, il y aura un match par semaine, les joueurs vont avoir envie de briller aussi quand ils rentrent. Et c'est vrai que ça va amener aussi un bel état d'esprit, Neil Maupay. Donc moi, je pense qu'il va nous apporter, comme disait dans le chat également, j'ai perdu le nom, il a remplacé Mumbagna, donc je pense qu'on gagne aussi en qualité. Tiens, c'était Nicolas qui mettait le message, donc on gagne en qualité. N'hésite pas, Seb, si tu vois des messages qui sont intéressants. C'est Fouam qui nous dit moi perso, j'aurais préféré un attaquant qui pèse sur les défenses à la place de Maupay, mais bon, si cette année, t'imagines, on avait pu conserver Aubameyang, tu vois, et que tu peux tourner de temps en temps, soit associer Wai avec Aubameyang à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille, tu vois, si vraiment tu as besoin d'aller chercher un résultat à un quart d'heure de la fin. Soit tu mets Auba, soit tu mets Wai, tu vois, tu peux faire tourner. C'est sûr que Auba, il peut faire des décisions. Wai, s'il arrive à trouver son rythme de croisière et tout, c'est sûr que je préfère Auba à Maupay dans cet effectif. Mais après, tu peux pas acheter toute la terre. Ouais, c'est ça, il y a une réalité économique aussi. Donc là, c'était pas possible. Je trouve que dans le profil qu'on recherchait, Maupay, il cochait quand même pas mal de cases et de critères. Donc je trouve que le choix n'est pas forcément idiot. Je pense qu'on avait plus besoin d'un profil à la Zaha que Maupay. C'est Lyon qui a recruté du coup Zaha, mais ouais, je suis pas sûr dans le profil puisqu'on avait recruté Hero qui peut jouer sur un côté. Non, je pense dans le profil, honnêtement, pour remplacer Mumbagna,
pense que Mopé, c'était le bon choix. Arsène Larsen qui dit Seb, est-ce que tu manges un rat si on perd 1-0 à Lyon avec un but de Verretou? Alors Arsène, je t'explique quelque chose. Si on perd à Lyon avec un but de Verretou, je lui fais manger un rat à lui. En fait. Je le mange pas moi, le rat. Attends, parce que hier, vous aviez parlé des supporters, des autorisations de déplacement de supporters. Donc, ce type de message-là, c'est pas forcément top, là, ce que tu viens de dire. Jordan, je te fais manger le rat si c'est toi qui parles contre l'Olympique de Marseille. Tu l'assumes en plus. Je monterai à Lyon, je viendrai te voir et je te préparerai un bon petit rat à déguster sans modération. Évidemment, c'est de l'humour, précisons-le. Oui. Ça sera clippé et coupé, le coup où je dis c'est de l'humour. Ouais, c'est ça, mais bon. Tiens, alors il y a Dex qui nous dit Verretou sera jamais prêt contre nous. Il y a quand même un petit peu de temps. Hein. Là, il a 2 semaines pour se préparer. Je pense qu'il s'est préparé aussi de son côté. Non, je pense qu'il sera en tout cas dans le groupe contre nous, je pense. De toute façon, par essence, Slim. Tu seras suivi, Seb, d'ailleurs, hein, sur le... Si tu veux plus d'un joueur que ton coach, dont on estime tous que c'est un excellent coach, il dit, moi, Verretou, je compte pas sur lui. Parce que si De Zerbi il avait dit à Pablo Longoria, Pablo, prolonge Verretou, c'est un monstre, il me le faut absolument dans mon effectif, je veux l'associer à Holberg, tu vas voir qu'on va avoir 2 milieux extraordinaires. Pablo l'aurait fait un effort pour prolonger Verretou, d'accord? Bon, ça n'a pas été le cas. Donc, si on part du principe que De Zerbi c'est pas beaucoup plus battu que ça pour Verretou, on ne va pas avoir peur d'un joueur que De Zerbi ne veut plus. Ou alors, j'ai rien compris à l'histoire. Oui, c'est sûr. Après, de toute façon, là maintenant... Enfin, moi, en tout cas, je fais partie de ceux qui s'en fichent un peu de la vente de Verretou. Je suis pas sûr, honnêtement, que Lyon sera un de nos concurrents non plus. Donc, certains ont dit on renforce un concurrent. Je les vois quand même en grande difficulté encore cette saison. Donc, bon, on verra. Tiens, un message de Charlie Goyard un peu plus tactique. Je pense qu'Henrique aura plus de mal à domicile face à des blocs bas qu'à l'extérieur cette saison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'il a tout à fait raison et que personnellement, pour ma part, j'aimerais plus voir Ro au Vélodrome parce qu'on a vu qu'il a une capacité de dribbler dans des petits espaces et que contre des blocs bas avec des défenses regroupées, je pense que Ro peut faire très mal sur son côté gauche. Là où Henrique, je pense qu'il aime prendre la profondeur sur son côté gauche et qui défend mieux que Ro. Donc quand tu voyages à l'extérieur, avoir Henrique à gauche pour justement un peu mieux défendre et surtout prendre son couloir et la profondeur, je pense que c'est intéressant. Et un Ro dans les petits périmètres au stade Vélodrome pour débloquer des situations, je pense que ça peut être supérieur à Henrique. Et c'est pas pour me déplaire de me dire tiens, dans un match tu as une configuration, dans un autre match tu en as une autre, tu vois ce que je veux te dire, c'est ça aussi, savoir s'adapter, c'est ça aussi, savoir mettre toutes ses forces en présence, de la même façon Slim, qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais pour faire un parallèle, je préfère voyager à l'extérieur avec un Kondogbia ou un Rongier associé à Holberg pour être stable vraiment défensivement, et du coup le petit Koné qui est mon gâté, qui est mon chouchou, que j'ai vu jouer 30 secondes et sur qui j'en fais des tonnes, ce qui est ridicule parce que si on est tout à fait réaliste, objectif et honnête, il faut dire comme pour les autres, j'attends de le voir jouer, mais j'ai envie de m'enflammer. Mais là t'es pas objectif avec toi. Je suis absolument rien objectif, c'est que le cœur qui parle, c'est que la passion, c'est que la démesure. Donc évidemment tout ce que je dis sur Koné n'est à rien à prendre au pied de la lettre, parce que s'il faut, ça va être une cancre là. Je ne l'imagine pas une seconde. Moi, je pense qu'il va être très bon. Mais pour en revenir à mon exemple, peut-être qu'à l'extérieur, on verra du Kondogbia avec du Holberg ou du Rongier et un cran plus haut, le petit Koné, justement à l'extérieur pour apporter un équilibre, on va dire, à ton milieu de terrain. Et par contre, au stade Vélodrome, peut-être que le petit Koné, il va descendre d'un cran à côté d'Holberg pour être une première rampe de lancement, et que ça libère la place pour Harit ou pour Carboni ou pour un autre créateur. Tu vois ce que je veux te dire? Donc moi, ça me convient très bien. Je ne cesse de dire depuis des années, je ne comprends pas pourquoi à un moment donné, il n'y a pas un entraîneur qui fait des équipes, qui fait des dispositifs. Et moi, ce que je vois cette année avec De Zerbi, ça me plaît beaucoup. Parce que de temps en temps, tu contres en transition. De temps en temps, tu fais tourner pendant un quart d'heure le ballon. Alors que Sampaoli, les phases de transition, je les voyais, mais très rarement. C'était beaucoup de à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Alors que là, avec De Zerbi, de temps en temps, son équipe, elle fait tourner. D'un coup, tu vois, ça part direct. C'est beaucoup plus direct. Contre Brest. Contre Brest, ça a été le cas. Contre Brest, on n'a quasiment pas fait tourner contre Brest. Ça a été tout le temps que des contre-attaques, que des
on y va en transition. Et ça, je trouve ça intelligent. Donc, s'il fait à la fois sur son système de jeu des adaptations en fonction de l'adversaire, et ce qu'il a très bien fait d'ailleurs à Toulouse, hein, au bout de 10 minutes, il a changé son dispositif tactique et ça a payé. Et si en plus, il joue sur les forces et les faiblesses de nos joueurs, ma foi, le mec est très bon. Mais ça, comme on le sait qu'il est très bon, je ne doute pas ce qu'on va voir tout au long de la saison. Tiens, Francky OM qui nous dit pour cette émission, penses-tu que Greenwood et Henrique Hérault ne sont pas meilleurs et plus complémentaires et percutants que je pense qu'il exclut un peu Wai du trio? Mais Wai, les gars, c'est pareil que Brassier, c'est pareil que Henrique pour certains, c'est pareil qu'Harit pour moi. Il faut arrêter d'avoir des têtes de Turcs. Il faut arrêter de se dire ouais, lui il est nul. Vous avez complètement, les amis, le droit de le penser. Vous dites ce que vous voulez. On est dans un pays libre, ça s'appelle une démocratie, chacun a la parole. Et le pire, c'est que votre avis, c'est peut-être le bon. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disent, ouais, il est nul, il sera peut-être nul toute la saison. Tout ce qu'ils disent, Brassier, il est nul, peut-être qu'il sera nul toute la saison. Et que vous avez déjà raison. Moi, la seule chose que je dis, c'est je ne peux pas me permettre de dire Brassier, il est nul sur 2 matchs. Je ne peux pas me permettre de dire ouais, il est nul sur 2 matchs. J'attends de les voir nuls à plusieurs reprises. Surtout qu'en plus, on en a parlé hors antenne, mais toi, tu m'as dit, tu étais au stade contre Reims, tu m'as dit, Wai, je ne l'ai pas vu, mais franchement nul en plus. Extrêmement généreux. Moi, après, c'est mon problème. Quand je vois Aubameyang qui joue l'année dernière au stade Vélodrome, sur ses premières rencontres, pas quand il a sorti son habit de lumière et qu'il a enfilé des buts comme on enfile des perles sur un bracelet. Non, les premiers matchs où il n'était pas efficace. En championnat, rappelle-toi, on disait ouais, en Coupe d'Europe, c'est pas mal, mais en championnat, quand c'est qu'il va marquer un but. Et à côté de ne pas être efficace, le mec marchait. Il faisait quelques replis défensifs de temps en temps, mais le mec, plus ou moins, marchait. Moi, quand je vois ça avec mes yeux, de temps en temps, j'ai des amis qui me disent Seb, qu'est-ce que tu as? Il y a un peu de rouge qui coule. Tu sais, je regarde, je saigne. Là, mes yeux, ça y est, mes yeux, ils saignent. Là, je vois Aubameyang qui marche et mes yeux, ils saignent. Je vais descendre dans les vestiaires. Je vais leur dire les gars, c'est pas possible. Évidemment, c'est de l'humour, je descends nulle part. Mais quand tu vois Wai en comparaison, le mec, il se bat comme un diable. Il fait des pressings, il fait des replis défensifs, il n'arrête pas. Alors, si tu lui associes maintenant une pointe d'efficacité et qui marque des buts, eh ben, je te dis, moi, tu me dis, tu préfères Wai ou tu préfères Auba. Si vraiment il est efficace, je préfère Wai parce que le mec, il est plus jeune, il est plus frais, il va plus au charbon et il va plus t'apporter sur une saison, même si Auba, il a parce que combien Auba, il en a manqué des situations contre Nice au match aller. Ah oui, quand il part le petit piqué contre un sur le poteau. En Coupe d'Europe aussi, à un moment donné, sur le match contre l'Atalanta au stade Vélodrome. Ah oui, sur une passe d'Harit d'ailleurs, justement. Sur la passe d'Harit, et il fait ce petit enroulé. Oh, j'oublie pas, moi, les gars. Il en a manqué Aubameyang des buts qui étaient facile, qui aurait dû nous faire passer un step, et c'est le grand Aubameyang, et franchement merci monsieur Aubameyang pour tout ce que tu nous as apporté l'année dernière. Je vais pas commencer à tirer sur Auba, mais il a manqué des occasions aussi. Alors Wai, il en a manqué 4 dans un même match, ça nous a coûté 2 points. C'est pas bien. Wai, si tu nous regardes, fais attention, on va commencer à te tomber. Mais ça va les gars, la bronca qui s'est pris, c'est trop. Moi quand j'entends des trucs comme ça rend fou. Mais c'est vrai que moi j'avais peur un petit peu pour Wai, parce que je sais que toi tu n'aimes pas les joueurs un peu nonchalants et même les personnalités un peu nonchalantes. Et Wai, ce qui lui avait manqué aussi beaucoup et pourquoi il était critiqué à Lens, c'est parce qu'il faisait pas beaucoup d'efforts dans les replis défensifs, et c'est ce que lui reprochait aussi beaucoup Francaise. Et là, en tout cas sur les premiers matchs à l'OM, j'ai pas vu ce Wai là, j'ai vu un Wai un peu transformé, en tout cas sur ce point-là. Et je pense quand même que ça reste un bon attaquant et un bon buteur. Donc une fois que la machine sera lancée, je pense qu'il va nous mettre sa quinzaine de buts, honnêtement, Eli Wai. Et puis même s'il ne met pas des buts, moi désolé, mais la petite talonnade qu'il fait sur le dernier match et qui décale son coéquipier qui fait que ça amène le but, Luis Enrique, son coéquipier, ma foi, c'est une action géniale. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a la classe, le talent, parce que là, c'est pas une déviation où il fait comme ça, tu sais, et puis il fait une talonnade, et puis il se retourne, et puis il n'y a personne. Donc tu sens très bien qu'il a senti Enrique arriver dans son dos, il fait la talonnade, il le met sur orbite, et derrière, ça enchaîne avec un but. Ma foi, un attaquant comme ça, tu aurais vu Vitinha faire ça? Non. Voilà, donc on a quelqu'un qui se bat autant que Vitinha pour l'instant sur le front de l'attaque, qui rechigne pas, qui fait des efforts, qui m'a l'air quand même assez adroit techniquement, qui a l'air d'avoir une vision de jeu intéressante. Donnons-lui sa chance, donnons-lui du temps. Et de toute façon, Slim, je vais te dire la palissade, mais qui est tellement vraie. Si tu pouvais changer demain Wai, je serais un des premiers à le siffler.
Ça mettrait la pression sur la direction de l'Olympique de Marseille et peut-être qu'on pourrait espérer acheter Erling Haaland. Mais la vérité, c'est que pour l'instant, Wai, jusqu'au moins en décembre, il est avec nous. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, septembre, octobre, novembre, encourageons-le. Si pendant ces 3 mois-là, il est nul, en décembre, on lui mettra des grosses broncas. Je propose au groupe de supporters de mettre des bâches. Non, mais fais gaffe, parce que ça va être clippé encore. Wai démission, parce qu'il y aura une porte possible de changement. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là, on ne peut pas. Donc, soutenons-le. Il clippe ce qu'ils veulent, les gens, je m'en fous. Un, j'ai pas les réseaux sociaux. Et deux, si les gens qui ont les réseaux sociaux, ils sont assez bêtes pour écouter 10 secondes d'un truc hors contexte, c'est leur problème à eux, c'est pas mon problème à moi. Pay-per-view, tiens, je suis pas inquiet pour Wai, lui non plus, il n'est pas forcément inquiet. Choto, tu sais, qui met un beau message. Wai aspire par ses appels et permet aussi à Greenwood de briller. Quand il aura les passes des autres, il enchaînera les buts. Moi, je suis plutôt de l'avis de Choto. Bon, on verra en tout cas sur les prochains matchs contre Nice, mais comme tu dis, ça va être notre avançante cette saison. Je vois pas non plus Neil Maupay le déloger, donc... Autant l'encourager. Oui, Wai attire toujours 2 joueurs. Ouais, c'est vrai que Et puis il a un rôle ingrat aussi, parce qu'il est assez esselé en attaque, donc c'est pas forcément. Mais tu n'as pas vu combien de fois sur les matchs qu'on a joués, que ce soit Rouli ou que ce soit nos défenseurs centraux, et toujours ils vont le chercher avec des passes à ras de terre, plein axe. Moi, je trouve d'ailleurs que c'est très dangereux de jouer comme ça. Relance dans l'axe, bon, mais c'est les consignes du coach. Après, c'est pas moi qui vais dire, monsieur De Zerbi, qu'est-ce que vous dites, revoyez votre copie. Non, De Zerbi fait ce qu'il veut, nous on regarde, on analyse. Mais derrière, je me permets quand même de dire que ces relances plein axe, ou des fois en plus à Wai, au départ du ballon, il est derrière son défenseur, et il essaye de passer devant, et en fait, il est trop court, et c'est le défenseur. Qu'on le serve quand il est devant le défenseur et qu'il fait un appel. Ouais, des fois, c'est pas coordonné. Qu'on balance comme ça devant, ça me semble fou, quoi. C'était ce que tu dis, ça a été illustré par le match contre Reims au Vélodrome. Là, justement, c'est les 5 dernières minutes de la première période où on a commencé à prendre les vagues et qui a peut-être aussi donné des idées à Reims là-dessus. Oui, c'est peut-être notre nouveau Germain. Non, je pense pas non plus Elbrog. On verra ça. Germain avait bien débuté d'ailleurs à l'OM avec un triplé, on s'en souvient. En Coupe d'Europe. En tout cas, ils sont contents de ta présence ce matin dans le chat. J'aime quand Seb prend la voix. Je pense que tu as pris la voix de Cornelius Brassier, donc ils aiment bien dans le chat. Tiens, notre concurrent le plus sérieux cette saison, mis à part le PSG, c'est qui? Arsène Larsen. Ça fait quelques fois qu'il nous met le message. Tu penses que ce sera qui Moi, je mets pas. Moi, je reste sur ma ligne de position, de conduite, et tant que je ne verrai pas qu'en fait, je me suis un peu trop enflammé et que franchement, il faut que je revoie mes ambitions à la baisse. Moi, je dis, notre concurrent principal cette année, c'est le PSG. Clippez, faites ce que vous voulez. Je dis, au bout de la 3e journée, avec le jeu que je vois déployer, je ne sais pas si les gens se rendent compte, on n'a pas gagné 1-0 à Brest sur un pénalty à la dernière minute. On n'a pas gagné 1-0 à Toulouse sur un corner, une tête déviée contre son... On a gagné 5-1 et 3, on peut dire presque à 0 parce que c'est pris un but de casquette. Disons 3-1. On a maîtrisé ces matchs, surtout celui de Toulouse, presque à la perfection. Quand je vois le match contre Reims où on a gagné 4-0 à la mi-temps, s'il n'y a pas l'ami Wai que j'ai soutenu, mais dont je peux dire objectivement qu'il a mangé le match à lui tout seul, ça veut dire que si tu avais gagné 3-1 contre Reims, tu vois ce que je veux dire, ou 4-2, allez, premier match, 5-1, deuxième match, 4-2, troisième match, 3-1 à l'extérieur, qui va vraiment nous poser problème. Et comme il y a la nouvelle formule de la Ligue des Champions, que Paris, ils vont se faire du City, ils vont se faire du Barça, ils vont avoir des gros matchs à gérer. Ils auront des gros morceaux. Ils n'ont pas forcément un effectif avec 22 joueurs du même niveau, ils peuvent avoir des blessures, etc. Alors que nous, on n'a que notre pauvre petit championnat à jouer. Évidemment, comme tout le monde, on attend de voir le match de Nice pour confirmer, on attend de voir le match de Lyon pour confirmer, on attendra le match de Paris pour confirmer. Moi, je dis, j'attends rien du tout. Je dis, cette année, avec l'équipe qu'on a, et tu veux que je te dise, Slim, je suis sérieux, mais de fou en disant ça. En plus, je pense qu'on a joué tous ces matchs, qu'on a cartonné, sans un de nos joueurs qui va le plus nous apporter cette saison, qui s'appelle Koné. J'en suis convaincu de fou. Je dis peut-être complètement de la merde, mais intuitivement, sur le peu que je l'ai vu jouer,
je sens que le mec au milieu de terrain, parce qu'il est d'une efficacité, quand il frappe, à chaque fois, il essaie de prendre ça. C'est pour ça que je pense qu'il va jouer beaucoup plus haut que ce que les gens pensent. Il y a beaucoup qui voudraient le voir à côté d'Holberg. Moi, je pense qu'en fait, ça dépendra aussi des matchs. Ça dépendra des matchs. Mais je pense qu'il a la qualité pour être dans cette doublette au milieu. Mais Dans des matchs fermés, oui. Après, c'est pas le plus gros récupérateur de ballon du monde, tu vois. D'ailleurs, Ravanelli, si tu regardes la conférence de presse, il le présente comme quelqu'un qui sait faire des brèches, qui sait prendre sa chance devant les cages, etc. Il a plus présenté Fabrizio comme un potentiel offensif plutôt que comme oui, c'est un gratteur de ballon, il récupère il est fort dans les duels, etc., etc. Donc moi, je pense que quand Koné, il va être en numéro 10, parce que c'est là où j'aimerais le voir évoluer. Tu sais pourquoi ? Parce que tu ne peux pas demander à Quentin Merlin de prendre son couloir, de demander à Greenwood d'attaquer, de demander à toute la terre d'attaquer et de ne pas avoir une doublette, que ce soit Rongier-Holberg ou que ce soit Kondogbia-Holberg. Moi, de mettre que des atouts offensifs dans une équipe ou des joueurs portés vers l'avant, ça n'a jamais équilibré un groupe. Tu comprends ce que je veux te dire ? Donc moi, que ce soit Rongier-Holberg ou que ce soit Kondogbia-Holberg au milieu, moi, je trouve que c'est quand même à l'extérieur comme à domicile. Beaucoup plus rassurant. Et après, je dis à mes autres joueurs, allez-y, mettez-moi le feu et faites-moi gagner des matchs. Donc je pense que le Koné, il va en plus apporter sa pierre à l'édifice, parce que je pense que ça va être quelqu'un de redoutable à la fois dans la dernière passe et à la fois dans les buts qu'il va pouvoir marquer avec nous. Et donc, voilà, moi je la trouve, je répète, très équilibrée. Rouli, je le trouve très bon. Il est sûr de lui, il est un peu barjot et j'adore ça. Ça me fait rappeler les Olmeta, les Barthez, les Rougneux. Voilà, donc j'aime bien ce tempérament un peu. Moi, Brassier, je le vois très costaud physiquement, donc associé à Balerdi, je pense que pour les bouger, ça va être compliqué. Qu'on le veuille ou non, Mourinho, ça fait ses matchs aussi. Quentin Merlin, depuis les 3 premiers matchs de la saison, il est quasiment à la meilleure note l'homme du match et tout. Donc voilà, Holberg, on n'en parle pas. C'est un monstre. Donc moi, cette équipe, je la trouve très forte. Voilà, c'est mon opinion. C'est ce que je vois des matchs. Je la trouve très forte. On peut s'écrouler dans 3-4 matchs. Je passerai pour un fifrelin. C'est pas grave. Je l'assumerai, comme toujours. Mais mon avis, c'est que quel est le concurrent de l'Olympique de Marseille pour l'Olympique de Marseille direct? Le PSG. Ni Monaco, ni Lille, ni qui que ce soit, parce qu'on va aller très haut cette année. Très bien. Tiens, Boca Junior qui nous met un message pile poil l'opposé de ce que tu viens de dire. À Marseille, ça s'enflamme vite quand même, se comparer au PSG alors que tu n'as même pas le niveau de Lille ou Monaco, pour ne citer que. On verra. Mais je pense que voilà, moi, personnellement, je pense que nos concurrents pour cette saison, ça c'est plus Lille ou Monaco. Je pense que le PSG va rester encore un cran au-dessus quand même de nous en termes de qualité individuelle. Tu te souviens, Slim, quand même, que j'ai dit, ils vont avoir toute la phase avec les 8 matchs de Champions à gérer, que toi, tu n'auras pas. Et regarde bien tous les matchs de championnat de l'année dernière. Chaque fois que le PSG ou que les clubs européens jouent dans la semaine, le match du week-end, tu es plus en difficulté. À force de répétition d'efforts, c'est vrai, mais je pense que la Ligue 1 est encore plus faible peut-être que même la saison dernière. Et je pense que le PSG reste quand même au-dessus, même s'ils auront des matchs à gérer. Ils vont pouvoir gagner des matchs Tu sais ce que c'est la vie facilement. On l'a toujours dit sur le Phocéen depuis des années. C'est une affaire de dynamique. Fais-les perdre contre City ou contre le Barça. Derrière, en championnat, ils perdent contre nous ou contre Monaco ou peu importe contre qui. Fais-leur enchaîner 2-3 matchs négatifs. On va voir comment ils vont s'en relever. C'est sûr que de gagner, surtout que quand tu joues à Lille, qui a une action litigieuse et que tu es toujours avantagé par les arbitres, c'est sûr que c'est un peu plus facile de se positionner en championnat. Moi, je dis juste, encore une fois, on aurait nous aussi l'Europa League à jouer ou la Champions, etc. En plus, avec l'effectif où on n'a pas forcément 22 joueurs du même niveau, je te dirais... Si on est 2 troisième, c'est bien. Là, cette année, on n'a que ça à jouer. On n'a que les matchs à préparer de Zerbi. Parce que c'est important, ça aussi, Slim. Tu peux vraiment faire de l'analyse vidéo sur ton premier match, sur ton prochain match contre Nice. Tu peux vraiment faire de l'analyse vidéo, tu vois. Tu peux vraiment préparer à mort tes matchs. Donc, je pense qu'on va faire très mal. Voilà. Écoute, on verra. Moi, je m'enflamme. Si j'ai envie de m'enflammer, je m'enflamme. C'est pas un s'enflamme vite du côté de Marseille. C'est je donne des arguments. Il n'y a pas beaucoup de matchs cette année pour l'Olympique de Marseille. Donc, je pense qu'on va pouvoir les préparer au mieux. Ça va aussi éviter probablement
de nombreuses blessures qui sont souvent dues à la récurrence des efforts faits par les footballeurs professionnels tout au long de l'année. Là, on va pouvoir se préserver, se gérer, etc. En plus, De Zerbi, il fait toujours tourner de manière très intelligente pour éviter les blessures, justement. Donc, je pense que on va faire très mal. Voilà, c'est tout. Et le match contre Toulouse, je te le dis, Slim, sans Balerdi, je pensais que ça allait être un match compliqué. On les a massacrés. Après, à un moment donné, il faut appeler un change. Ils ont joué 10 minutes et puis on a fait la diff avec Greenwood. T'as le match, la tournure du match qui t'a aussi un petit peu aidé. Comme contre Brest. Oui. Tu sais quoi, à un moment donné, je disais la Juventus, c'est pas possible. Bon, il y a 4-5 ans de ça, c'est pas l'année prochaine. Oui, parce que là, en ce moment, c'est pas forcément... Toujours à la 91e, il marque. Toujours à la 89e, il marque. Sans aller chercher la Juventus, tu regardes le Real de Madrid. Tu te rends compte sur les 2-3 dernières saisons de Champions, combien de matchs ils ont renversé entre la 87 et la 92 dans les arrêts de jeu. Bon, mais à force de répétition, Slim, c'est que c'est pas un coup de chance. C'est que juste les mecs sont bons. Ça n'a rien à voir avec la chance. Parce que la répétition... Oui, mais là, après, là, tu me parles de club quand même... mais nous, quand tu me dis, oui, c'est la physionomie du match, je vois que contre Brest, on a renversé on était un petit peu en difficulté. À un moment donné, on a mis un coup d'accélérateur. Non, contre Toulouse, pareil. Donc, la physionomie du match, le fait que Toulouse se soit retrouvé aussi rapidement à 10, les 2 buts coup sur coup, alors qu'on n'était pas forcément dominateur. Mais tu cours après le ballon tout le temps, donc c'est frustrant. Pas sur le début de match. Pas sur le début de match. Et donc, quand il prend le carton rouge, c'est pas au début de match. C'est non, mais ce que je veux dire, il y a eu les 2 buts coup sur coup qui leur ont fait mal aussi. Et merci Greenwood aussi. Non, mais bien sûr. On a du talent. On a du talent. Vous avez dit, on a le meilleur joueur du championnat de France. Alors moi, j'ai pas dit ça. Toi, tu penses que c'est pas Greenwood le plus fort dans ce championnat? Non, je pense qu'il y a du débat. Moi, je vais attendre de voir qu'il soit aussi dans la continuité aussi performant. Bon, alors, je repose ma question. Sur les 3 premiers matchs de championnat qu'on a vu, toute compétition, enfin, toute équipe confondue, tu penses que c'est pas celui qui a le plus montré qu'il était au-dessus? Sur les 3 premiers, après, tu as raison de dire, il faut voir la constance. Non, tu vois, sur les... non, mais je veux dire que c'est le plus fort, je sais pas. Tu vois, il y a Barcola, alors il joue au PSG. Non, mais c'est le joueur que tout le monde cite. Et Bradley Barcola. Il y a Edon Zegrova, je l'ai vu contre le PSG. C'est lui qui relance un peu le match. S'il y a 2-2, c'est aussi grâce à lui. Donc voilà, et c'est ces joueurs-là. Moi, je trouve Højbjerg aussi sous-estimé par rapport à ce qu'il apporte. Sur le terrain. Donc voilà, c'est sûr que Greenwood, il marque les buts. Mais aujourd'hui, je trouve que l'importance qu'a Greenwood qu'a Højbjerg dans l'effectif, un peu plus important que Greenwood. Et c'est ce que je disais en début d'émission, je pense qu'on est plus dépendant de Højbjerg que de Mason. Moi, je pense que cette année, pour l'instant, on est dépendant de personne. Parce que si tu fais une doublette au milieu de terrain, Rongier, Kondogbia, en fonction des matchs... Je pense que ça sera moins performant que... Mais forcément que si tu mets à droite, si tu mets Carboni à droite à la place de Greenwood, il faut être complètement abruti, fini, pour pas dire qu'on perd en performance. Non, parce que je pense que tu as des armes... Je te dis qu'on ne le sentira pas plus que ça. Je pense que tu as des armes offensives pour pallier l'absence de Greenwood au milieu de terrain. Tu n'as pas un joueur comme ça de la qualité de Højbjerg. Mais tu es fou. L'année dernière, il y a 2 ans, quand on jouait avec Verretou, Rongier, on disait les ronge tout. Il marchait sur l'eau au milieu de terrain. À l'époque où on avait Rongier avec Sanson un cran plus haut qui faisait du pressing, évidemment qu'Højbjerg est très bon, évidemment qu'il me ravait, etc. Là, tu n'as plus le Rongier d'il y a 2 ans. Mais il va revenir, Rongier. Et puis tu peux faire connaître Kondogbia aussi. Évidemment que je préfère Højbjerg tous les jours dans l'effectif. Je te dis juste que le match où il ne sera pas là, après, il ne faut pas qu'on ait pas de chance que ça tombe sur Monaco. Non, mais c'est ce que je disais. Mais même, sur je pense qu'on aura plus de mal à se passer d'un Højbjerg au milieu de terrain par rapport à tout ce qu'il apporte. Quand j'ai vu comment on a remplacé Balerdi dans la défense centrale... Qui ça? Balerdi. Pourtant, oui, c'est notre point de référence aujourd'hui, puisqu'on était inquiet pour Cornelius, on était inquiet pour Brassier. Et donc, Balerdi, c'était ton repère défensivement, tu vois. Et ben, regarde, il n'a pas été là, ça réagit. Mais il y avait Højbjerg. Oui, ben, tu verras, je ne le souhaite pas, mais tu verras les matchs où on fera... Et tu vois, il est tellement si indispensable que même le coach, il a fait sortir avant la fin contre Toulouse. Oui, ben parce que le match était acquis. Ben oui, ben, il le fait récupérer aussi. Tu me parles de... Au niveau de Højbjerg, oui. Je veux dire, moi, il y a des joueurs dans des équipes, ils bougent jamais, tu les vois jamais sortir, ils sont tout le temps. Non, mais là, en plus, il y avait des circonstances, il avait pris un carton jaune, donc c'est plutôt intelligent. Donc justement, il sait que dans ce match-là, c'était acquis, il faut quand même le garder. Mais on verra en tout cas. Bon, j'espère en tout cas qu'on n'aura pas à se passer de Pierre-Emile Højbjerg. Donc si toi demain on te dit on fait 3 matchs, peu importe les adversaires, tu préfères ne pas avoir Greenwood que de ne pas avoir Højbjerg, c'est ça? Ouais.
Moi, jamais. Parce que dans le foot, tu sais quoi? Et ça, c'est Bielsa qui le disait. C'est le principe du foot, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Sinon, tu finis toujours 0-0. Et Greenwood, il va te faire marquer des tas et des tas de buts. Mais je pense qu'offensivement, aujourd'hui, on a des joueurs qui sont capables aussi en Ligue 1 de faire la différence. C'est vraiment le facteur X. On l'a vu encore à Toulouse. Non, mais c'est le facteur X. Mais je pense que tu as des joueurs pour le remplacer sur quelques matchs. Alors, comme tu l'as dit, si on tombe contre le Paris Saint-Germain, contre Monaco, bien sûr, tu as envie d'avoir tous tes joueurs et toutes tes forces en présence. Mais contre des équipes d'un niveau moindre, je pense qu'on peut s'en passer. En tout cas, c'est mon avis sur le cas Greenwood. Mais tu vois, sur une équipe regroupée au Stade Vélodrome, je préfère avoir Greenwood pour faire des diffs dans les petits périmètres et trouver des solutions que Holberg, qui de toute façon, les mecs vont jouer en bloc bas, ils vont me faire que des contres et que j'estime que si tu as Rongier ou Koné avec un autre au milieu de avec Kondogbia par exemple, ben, ça peut suffire. Après, on est tous d'accord pour dire que sur les gros matchs, on voudra tout notre effectif au complet. Voilà. Il y a Maxime Elsel qui nous met d'accord. On a les deux meilleurs joueurs de Ligue 1, Greenwood et Højbjerg. Voilà pour clore le débat. Mais tu sais quoi, ça vaut Barcola Vitinha, je pense. Hein. Ouais, ça se vaut. Højbjerg Vitinha. Honnêtement, ça se vaut. Et Barcola Greenwood. Mais on est en train de parler des deux joueurs les plus forts du PSG là. On ne dit pas ils ont Mbappé, ils ont Messi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc cette année, on a leurs deux meilleurs joueurs et nos deux meilleurs joueurs. On se regarde. C'est quand même beau. Ouais, non, mais c'est sûr. Et est-ce qu'ils ont un défenseur du niveau de Balerdi? Là, c'est une question. Marquinhos, quand même. Eh ben, moi, je préfère Balerdi tous les jours à Marquinhos, pardon. Non, toi, non? Moi, tu me donnes Marquinhos dans mon équipe. Moi, je suis content de Balerdi. Après, tu me demandes si c'est meilleur. Il est plus jeune, il est plus. Non, Marquinhos, il a été bon, mais là, je trouve qu'il est un peu sur une pente descendante quand même. Il est plus au niveau du Marquinhos qui rayonnait. Enfin, moi, je trouve. Hein. Tu peux aussi mettre Kondogbia, Koné. Oui, c'est vrai que ça aurait de la gueule, nous dit Charlie Goyard. Mais pas le reste de l'équipe, nous dit Shine. Le reste de l'équipe, c'est en dessous. Ouais, je sais pas, faudrait faire ça. L'équipe le 11 de. On le fera avant le Classico. Ouais, le 11 du Paris Saint-Germain. On mettra des notes. Ouais, c'est ça, on mettra Greenwood. Ouais, c'est vrai. Marquinhos, Kramé, tiens, OM13 est plutôt d'accord avec toi. Je pense qu'on a fait une bonne petite émission. Il est déjà midi 1. C'est midi, hein? Eh oui. Arrêtez de parler, les gars, c'est trop. On a débordé avec ce débat Greenwood-Højbjerg, mais c'était intéressant. J'ai fait ma première partie d'échecs aujourd'hui. Ah bah tiens. Avec un copain. Ah bah dis-nous. Du Fossé. Non, c'est bon. Raconte un petit peu quand même comment ça s'est passé. On a joué, c'était plaisant. Donc si vous voulez venir jouer sur Chesscom. Qui a gagné? On joue pour s'amuser. Non, on a fait une première partie, il m'a gagné, il faut dire la vérité. En plus, il n'a pas un classement très élevé, mais franchement, moi je l'ai joué en mode sympa et il a très bien joué. Bon, après, derrière, il a fallu rétablir. On a rétabli l'ordre des choses, mais franchement, très très bon joueur. Voilà, donc bravo et ça fait plaisir de jouer avec les copains du Fossin. Ouais, déjà, c'était qui l'adversaire au Fada? Non, on ne dit pas l'adversaire. C'était qui? Non, s'il veut lui en parler lui, il en parle lui. Ouais, moi, je suis pas là pour jeter en pâture des noms. Ouais. Bon, en tout cas, oui, apparemment, tu l'as massacré donc non. au match retour. Ah oui. On a fait plusieurs parties. En tout cas, ça veut dire beaucoup quand voilà, tu joues un petit peu en dilettante. Forcément, ça paye pas. Ah ben, ça montre. Mais c'est un beau message quand même. Mais c'est une vérité dans tous les sports. Si tu commences en rentrant et en faisant un peu un excès de confiance et la difficulté, tu sais quoi, Slim, moi, pour avoir fait beaucoup de sport à un très bon niveau, pas à très haut niveau, mais à un très bon niveau, tu ne peux pas te permettre, dans quelque sport que ce soit cérébral, que ce soit physique, que ce soit, parce que j'ai fait des tonnes de sports, si tu n'es pas à fond. Et que tu rentres en te disant c'est bon, et je l'ai expliqué, mais ça, il n'y a que quand tu as fait du sport vraiment à haut niveau que tu peux le comprendre. Les gens, ils disent tous cette phrase merveilleuse que je comprends intellectuellement, mais qui est complètement fausse. Si on avait joué contre Brest au niveau du PSG, comme le match qu'on a vu contre le PSG, je parle par exemple l'année dernière, et on les aurait massacrés. Pourquoi quand on joue contre le PSG, on joue à un certain niveau et que quand on joue contre Lorient ou quand on joue contre la Coupe de France, contre Annecy, on n'est pas à ce niveau-là. Moi, ça me rend fou, ces équipes qui se... Parce que intellectuellement, d'accord, c'est pareil, tiens, l'anecdote me vient, l'exemple me vient, la comparaison me vient. Tu sors, tu vois un chat
Allez, un gros chat, tu vois ce que je veux dire? Il te regarde, il te fait miaou, miaou. Ton corps, il va pas être dans un état de stress et d'adrénaline, pareil que si tu sors et que tu vois un lion. Si là, tous les deux, on sort sur le parking et qu'on voit tous les deux un lion, on va faire « Oh !» Le cœur, il va faire « Pou, pou, pou » et tu vas partir à balle parce qu'en face, tu as un lion. Donc, ton corps, ton cerveau, il est programmé pour que... Maintenant, si tu sors et que tu vois un gros chat, tu vas le regarder et même s'il te court dessus parce qu'il veut t'agresser, va savoir pourquoi dans mon exemple ça m'est déjà arrivé en plus. Moi. Ah ouais, que le chat il t'attaque. Bon, ben, tu vas peut-être avoir peur, mais 100 fois moins que si c'est un lion. Et ben, de la même façon, quand tu joues contre un adversaire dont tu sais que tu es au même niveau ou même légèrement inférieur, tu vois ce que je veux te dire, tu sais que tu rentres dans ton match quand tu joues contre une CFA en Coupe de France, même si tu veux intellectuellement, même si le coach dans les vestiaires il va te dire les gars, aujourd'hui tu sais que tu es plus fort, donc tu peux pas te mettre dans cet état d'esprit autant que tu peux pas. Sors dehors et tu vois un chat et tu te dis je veux avoir peur comme si c'était un lion. Tu peux pas. Tu peux pas te dire je vais avoir peur comme si, parce que tu sais que c'est un chat en fait. Tu comprends ce que je veux te dire? Par contre, si tu sors et que tu vois un lion, tu vas vraiment avoir très très peur, je te le dis. Ah oui. Ben voilà, ben c'est pareil. La phrase, c'est pas on va jouer contre Pim Pam Poum, nous dit Dams. C'est vrai. En fait, il faudrait pas la sortir, cette phrase-là. Exactement. Bon, en tout cas, on a passé une très très belle émission. Merci à Seb pour être venu avec nous discuter un petit peu ce matin dans l'OM au café. Ça fait plaisir. Merci de ta non-invitation. J'y penserai la prochaine fois à t'inviter parce que je sens que là, tu vas m'en vouloir pour les prochaines fois. Mais pas du tout. Non, on l'adore, Slim. Mais en tout cas, non, on a fait une belle émission. J'ai vu dans les copains là sur le chat, ils étaient contents. Donc ça fait plaisir. On se retrouve lundi. Pour l'OM au café, ce sera Romain Herring qui invitera sûrement encore une fois Seb. Et puis on se retrouve après pour le talk aussi lundi. Non, lundi, je suis pas là. Non, lundi, pas là. Donc voilà, repos pour. J'ai un anniversaire à fêter normalement. Et voilà, donc bon, Seb au repos. Et on le retrouvera jeudi du coup sur le. Ouais, parce que du coup, je serai pas au talk non plus. C'est pour ça que je dis jeudi au talk. Exact. Ben oui, c'est l'avant-match. L'avant-match, là, tu es obligé. Tu seras chaud contre Nice en plus. Je serai là. On va les accueillir, les Niçois. Et on va les massacrer. Voilà. Et après le match, je dirais, on va pas être champion, les gars. Et en plus, normalement, je vends la mèche un petit peu ou pas, mais la web radio, ça devrait être bon. La web radio, c'est très bon. Donc, les tests sont très concluants. Donc, normalement, on aura notre petit Slim et notre petit Idriss au stade Vélodrome pour commenter les matchs. Et ça va être après. Le truc, c'est la connexion du stade. Ouais. Il va falloir qu'on voit ici tout est stable et si tout fonctionne bien. Mais en tout cas, ça va être une belle expérience. Et puis, ça sera une belle victoire. Ouais, moi, je te le dis. On l'espère. Voilà, on va se quitter sur ce beau message de Seb. Et puis, on se retrouve donc lundi à 11h. Passez un superbe week-end. Et il y a le match quand même de l'équipe de France pour ceux que ça intéresse ce soir. Et puis, les jeunes, on l'a dit, Enzo Sternal et Yanis Selami. Et puis, Quentin Merlin également à 18h30 sur l'équipe. Voilà, passez un très, très bon week-end et à lundi prochain. Ciao, ciao.